Bienvenue à InfoCam pour la dernière fois avant les fêtes et ça commence maintenant. C'est bientôt les fêtes et qui dit fête dit marché des fêtes, entre autres à Saint-Pascal, au marché de l'Expo. Encore quelque chose de prévu pour vous cette année. Donc on est présentement au marché de l'Expo parce que qui dit de la neige dehors dit marché des fêtes bientôt. Donc, qu'est-ce qui nous attend cette année, Jean-Philippe, pour le marché des fêtes à Saint-Pascal? Salut Benoît. Oui, on a encore cette année, bien entendu, le fameux marché de Noël. Après 22 semaines de marché public qui a eu lieu toute l'année 2025, on termine la saison avec le marché de Noël qui est le 13-14 décembre de 10h à 17h. Donc, c'est à Saint-Pascal. Vous prenez la rue Taché, vous dépassez l'église, vous tournez à droite juste avant la traque de chemin de fer, puis là, vous arrivez à la place de l'Expo pour le marché de Noël. Et là, qu'est-ce qu'on a au menu? Beaucoup d'artisans de la place? Oui, cette année, encore une fois, c'est vraiment un marché populaire, quand même, le marché de Noël. 50 d'exposants cette année. De la bonne bouffe avec Au Caburon, Johnny Moutarde, un petit vin chaud dehors. Vraiment, on a une petite ambiance, bien entendu, qui vient avec nos 50 exposants. Oui, quand même, 50 exposants. J'ai l'impression que ça monte à chaque année. C'est j'aimerais ça te dire oui, mais l'espace ne le permet pas. Ah, voilà, OK, c'est plein, dans le fond. C'est très plein. Pour ceux qui veulent amener leurs enfants, est-ce qu'il y avait des petites choses de prévues pour les plus jeunes? Bien entendu, il va y avoir, en fin de compte, là, des bénévoles qui vont donner des petites surprises pour les petits-enfants, mais ça, je me garde une petite réserve là-dessus. OK, donc c'est des petites surprises, c'est surprise. Exactement. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Hein? On me demandait des fois dans les marchés juste avoir le droit d'accès au terrain ou quoi que ce soit, ou c'est 100% disponible et ouvert. Un droit d'entrée, ça, il n'y en a pas. Okay. Mais il y a une obligation, c'est d'acheter des cadeaux. Oui. Donc, bien entendu, on rappelle aux gens que chaque chose achetée, ça encourage en plus un commerce de proximité. Exactement. Puis cette année, en fin de compte, on a la chance d'avoir un marché de Noël un petit peu plus tard. Donc, juste pas très loin avant Noël. Donc, ça serait une bonne occasion d'acheter vos viandes, vos légumes aussi. Il va y avoir aussi tous ces produits-là. Donc, tout l'agroalimentaire est très présent, comme l'artisanat, bien entendu. Donc, juste avant Noël, c'est le temps de les acheter pour faire nos grands festins de Noël. Puis pour les gens comme moi, ramasser des cadeaux à la dernière minute. Là. Exact, comme moi aussi, on est tous pareils. Donc, on vous invite en grand nombre. Merci. Merci. Pour ceux qui aiment se gâter au niveau gustatif, eh bien, il y a le marché de Noël de Côté-Est également qui va avoir lieu bientôt. J'en parle avec Perle. Je suis avec Perle chez Côté-Est. Bonjour, Perle. Bonjour. Donc, ça sent les fêtes, là, on le voit. Là, c'est bien garni en plus. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Vous avez votre marché de Noël bientôt. Exactement. Donc, déjà depuis le début novembre, on prépare toutes les spécialités Côté-Est. Donc, les tourtières, les ragoûts de boulettes, tout ce qui est foie gras, les terrines. Un vaste choix aussi de biscuits. Donc, on a tout notre prêt-à-manger Côté-Est. Ça va même jusqu'au petit mélange de légumes, tous des produits qui sont pasteurisés, qui se conservent 120 jours. Donc, évidemment, nos produits seront mis à l'honneur, mais on a aussi invité nos producteurs chouchous. OK. Donc, il va y avoir un rassemblement, là. Exactement. Donc, les producteurs vont être installés dans la buvette, dans le restaurant. On va là faire un étal avec tous nos producteurs chouchous. Donc, il y aura plein de beaux produits. On a entre autres la boulangerie Niemann qui sera là avec les Stollen. On aura l'artiste Denise Pelletier aussi avec ses cartes de souhait. La Société des plantes avec les semences locales du patrimoine. Des maraîchers, des producteurs de toutes sortes, sirop d'érable, vignerons. Donc, vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Donc, on rappelle aux gens la date pour les invités? Oui, c'est samedi le 20 décembre. Et en plus, on va faire la dégustation de tous nos produits. Ça va être festif. On va pouvoir magasiner avec un petit verre de vin, rencontrer des gens. Le partage sera au rendez-vous. On vous attend.
Et en plus, se préparer pour les pique-niques qu'on va faire durant toutes les fêtes, c'est, ma foi, fort intéressant. Merci en te souhaitant un bel événement, Perle. Merci. Il y a eu une causerie à Saint-Germain il y a quelques semaines pour l'avenir des Cabourons et c'était animé par le BDiste Martin Patnaud. Donc, je l'ai rencontré par Zoom. On peut vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, je suis avec Martin Patnaud-Monette, BDiste. Bonjour, Martin. Bonjour. Donc, tu es venu dans notre coin, toi, à Saint-Germain plus précisément, il y a quelque temps, pour une causerie en lien avec les Cabourons. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette soirée-là, en gros? Ah ben c'est des échanges assez intéressants. Moi, j'étais venu faire un reportage l'hiver dernier sur toute la démarche pour la conservation des Cabourons, puis les défis que ça implique, tant pour les citoyens que pour les fonctionnaires municipaux, que pour les élus. Puis il en est sorti, ben, je pense que c'est une volonté assez ferme des citoyens de trouver justement des solutions puis des voies de passage pour la conservation des Cabourons. Mais tu sais, les défis sont pas nécessairement les mêmes d'un Cabouron ou d'un endroit à l'autre. Puis je pense qu'il y a un souci d'équilibre dans tout ça, c'est-à-dire de pas nécessairement dire on va tout mettre ça sous cloche de verre puis personne ne peut rien faire à proximité d'un Cabouron. Donc c'est ça qui est compliqué aussi dans le sud du Québec. On est en terre privée puis on veut pas non plus bloquer toutes les activités, là. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il y avait sur place peut-être quelques propriétaires dont le terrain touchait des Cabourons ou... Oui, quelques-uns. Je pense qu'il y en avait peut-être pas. Ben là, je porte un jugement. Je dis, il y en a peut-être pas assez, parce que des fois, j'aime ça. Tu sais, c'est important que ce soit pas juste de mon point de vue, les convaincus ou les gens qui veulent aller dans une direction qui soient présents dans ces discussions-là, mais il faut impliquer aussi les gens qui sont peut-être plus récalcitrants. Donc, il y en avait peut-être pas tant que ça des propriétaires privés en tant que tels. J'ai pas de doute que dans les démarches à venir avec la MRC, ces gens-là seront impliqués, mais c'est important, je pense, de discuter avec elle et eux, puis parce que ça passe beaucoup par c'est les propriétaires aussi la clé un peu de qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est pas parce qu'ils sont propriétaires qu'ils sont nécessairement pour le développement non plus là, sur les Cabourons là. Souvent c'est les gens aussi qui ont à cœur la conservation de leur petit coin de terrain puis de territoire, là. OK. Donc, quelle serait la prochaine étape, là, finalement, là, dans tout ça? Ben, ce qui semble s'enligner, c'est la MRC avance de son côté avec je dirais, des idées, des hypothèses, de réglementation pour limiter certains usages. Donc l'idée, je pense que c'est un peu comment dire, multi-approche où il y a pas une solution unique, surtout quand on parle à l'échelle d'un territoire. Tu sais, c'est quand même grand le Kamouraska, puis il y en a beaucoup des Cabourons. Même là, c'est pas encore tout le monde qui s'entend sur il y en a combien. Oui. C'est sûr que ça, déjà, c'est une bonne première étape. Je sais que la Société des Cabourons aussi va leur attribuer des noms ou retrouver les noms qui leur étaient attribués par le passé aussi pour un peu plus les approprier au sens plus comme d'un attachement culturel. Mais ensuite, c'est ça peut être autant d'essayer de voir est-ce qu'on peut encadrer les usages et limiter certains usages qui seraient nocifs à long terme, donc qui ne permettraient pas la conservation à long terme des Cabourons. Puis peut-être que pour certains, il pourrait y avoir même des formes de protection plus intégrale qui passeraient par une certaine forme d'air protégé. On va de plus en plus dans le sud du Québec. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça au Kamouraska puis même au Bas-Saint-Laurent, mais il y a des organismes comme pardon, j'oublie le nom. Il y a un organisme de conservation qui est basé à Rimouski, qui travaille au Bas-Saint-Laurent, pas Nature à venir, ça c'est au centre du Québec. Mais bref, c'est des organismes de conservation qui reçoivent en don ou en fiducie des terrains privés, que justement des propriétaires qui se disent des fois ils ont vécu toute leur vie là, même des fois ils sont leur deuxième, troisième génération, puis ils se disent moi j'ai pas envie que après ma venue sur cette terre, ces terrains-là soient morcelés puis vendus finalement à des promoteurs développés pour toutes sortes de choses. J'ai envie que les générations suivantes aussi profitent, que ce soit mes enfants, petits-enfants en profitent de ce terrain naturel-là. Donc, des fois, ils vont les léguer par toutes sortes de manières aussi pour de la conservation. Donc, je pense que ça va passer probablement par un mix, oui, d'une certaine protection légale intégrale, mais aussi d'autres. Il y a des usages qui sont... euh, il y a des usages puis des projets de développement qui sont pas nécessairement nocifs à long terme, là, certaines formes de... Bon, ça s'applique peut-être pas au Cabouron, mais je pense à d'autres régions que j'ai visitées dans mon reportage, comme au centre du Québec. C'est de la sériculture, une certaine forme de foresterie en terre privée. Les petits propriétaires n'ont pas intérêt
exploiter leur forêt jusqu'au point où ils ne puissent plus en vivre dans 30 ou 40 ans. Donc, il y a des manières de faire en agriculture aussi qui sont durables à long terme. Donc, je pense que c'est ça qui est à explorer. Bon, ben très intéressant. Et sinon, ben merci de ton intérêt à la chose aussi également. En te souhaitant une belle continuation, puis merci d'avoir pris le temps de nous en parler un peu. Ben, merci, puis au plaisir de se recroiser au Kamouraska. Yes, bye bye. Les artistes visuels Karine Verpillot et José Landry sont en train de préparer un moment pour les femmes, un moment de création et de partage qui s'appelle la péniche. Petit jeu de mots. On en parle en studio maintenant. Je suis avec Karine et José ce matin pour parler d'un nouveau projet culturel, artistique, la péniche. Donc, petit jeu de mots pour commencer la chose. D'où c'est parti, là, cette idée-là? En fait, à la base, c'est l'histoire de deux artistes qui se rencontrent et puis qui ont beaucoup d'affinités, qui ont vraiment le cœur à la bonne place, des idées aussi qui se rejoignent beaucoup. Et puis dans notre pratique artistique, toutes les deux, on se complète beaucoup. Et on a voulu, entre terre et fleuve, créer un beau projet commun, collaboratif, parce que on avait l'élan, le goût en fait. Et donc ce projet-là, c'est la péniche. Alors c'est un projet pour les femmes. C'est un projet à îlot mobile en fait. On peut se déplacer dans les entreprises, une gang de filles, dans un café, vraiment, et une journée complète. On va créer ensemble, créer pour s'ancrer. C'est ça qu'on a trouvé comme mot pour vraiment expliquer notre démarche. Donc c'est autant pour nous que pour les femmes. On se retrouve là-dedans en fait et c'est ce qu'on aimerait pouvoir expérimenter en groupe finalement. OK, donc il n'y a rien de déjà créé. Là. Le but, c'est de le faire pendant les événements, dans le fond, c'est ça? En fait, le premier événement que nous, on organise va avoir lieu le 30 janvier. Oui. Donc, c'est ça. Puis éventuellement, on va pouvoir aussi l'offrir à des gens qui vont vouloir nous engager pour qu'on aille offrir cet événement-là dans différents endroits. Mais non, on l'a pas fait encore. Okay. Nous, le projet est monté, toutes les activités sont prêtes et tout ça, mais on l'a pas encore vécu. Okay. Donc, ça va avoir lieu, c'est ça, c'est sous forme de thématique, une journée de 10 à 16 ou modulable selon les besoins. Et puis, il y a, en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment créer des activités, des ateliers à la fois créatifs. Il va y avoir de la méditation et il va y avoir aussi un espace d'écriture et des échanges et des partages entre nous pour créer, pour s'ancrer, puis repartir avec quelque chose qui a du sens, quelque chose qui fait réfléchir. Et puis avec la thématique là, du 30 janvier, ça va être « Ma vie, mon bonheur ». Okay. Donc on va vraiment travailler avec différentes thématiques et puis sortir peut-être de sa zone de confort, ouvrir cet espace créatif. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'humains en fait, qui pensent qu'ils sont pas créatifs alors que tout le monde l'est. Donc nous, on va ouvrir cette porte-là et puis permettre à l'humain, à la magicienne, à la créatrice de créer le meilleur pour elle. Puis c'est sûr qu'en partageant, en échangeant, en repartant avec du matériel, autant intérieur que concret, il y a quelque chose qui bouge forcément. Ouais. OK. Donc, il va se créer pendant ce temps-là un certain nombre d'œuvres visuelles, si je comprends bien? Ou... Le but n'est pas nécessairement de repartir avec une œuvre qu'on va afficher. Oui. Peut-être que c'est ça qui va arriver, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment d'être vrai, puis de prendre un moment pour soi, de créer sans avoir justement d'attente quant au résultat. On est vraiment... on mise plus sur le processus de création, de créativité que sur le résultat final.
OK. Tant mieux si le résultat final est beau, Oui. c'est excellent, mais c'est pas nécessairement le but avec cette activité-là. Donc, un exutoire, là, à Exactement. certains moments. Tellement ça, ouais. OK. Pas de pression, pas de compétition, une expérience de vie, une expérience à vivre et vraiment un partage aussi de deux artistes du Kamouraska qui ont le goût de... C'est ça, de propager du bon et puis offrir ce qu'on aimerait recevoir aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment dans notre mindset, là, vraiment. Puis un des objectifs avec ça aussi, c'est de nous sortir. Pourquoi qu'on a choisi de faire une journée complète? C'est vraiment pour dire, regarde, on met une pause sur toutes les choses, les obligations de la vie, on met une pause là-dessus, puis aujourd'hui, je prends soin de moi. Ouais. Donc, je prends soin de moi, de ma créativité, de ma santé mentale. Oui, c'est ça, on met une là. pause sur la charge mentale. Exactement. Exact. Puis c'est ça, en fait, la péniche, c'est ça aussi, parce qu'à la base, c'est une embarcation qui va doucement sur l'eau et puis qui va s'arrêter. Il y a des écluses et puis donc elle s'arrête pour que l'eau monte, qu'elle puisse descendre. Donc il y a cette notion-là aussi qui est là de ralentissement puis de suivre le flot, de suivre les flots finalement. L'eau est présente beaucoup dans nos thématiques parce que c'est fluide, ça traverse les obstacles et donc il y a c'est une belle façon, une belle image pour notre projet en fait. Ouais. Oui. OK. Et donc là, sur un plan plus technique, là, les gens qui veulent participer le 30 janvier, il faut s'inscrire, il faut vous contacter. Comment ça fonctionne? Exact. C'est sur le site de José, en fait. Je vais te laisser Donc, le site web, c'est jeanneateliernomade.com. Oui. Donc, il y a un onglet qui s'appelle La Péniche et c'est là qu'on va s'inscrire directement sur le site web. Si les gens ont des questions, évidemment, ils peuvent nous écrire des courriels ou nous appeler. Là. Toutes les informations sont sur le site web, mais l'inscription comme telle se fait directement sur le site web. Puis là, une fois qu'on arrive là, vous fournissez le matériel, quoi? Exact. OK. Tout est inclus. La seule chose que les femmes doivent apporter, c'est leur lunch. OK. Il y a des collations santé qui vont être là aussi tout au long de la journée avec des boissons chaudes. On partage ça, mais tout, sinon, le reste est inclus dans tout ce qu'on va faire, oui. OK. Puis, bon, pendant que je vous ai, là, peut-être que je t'ai rencontré moins souvent, qu'est-ce qu'on peut voir de toi, là, ces temps-ci? Est-ce qu'on peut, j'imagine, sur le même site, on peut voir certaines de tes créations? Oui, exactement. Bien, en ce moment, moi, je me concentre plus... Oui, il va y avoir des créations qui vont venir, mais pour le moment, je suis vraiment plus dans le fond, moi, ma spécialité, c'est de donner des cours d'art, des ateliers créatifs. OK. Donc, Jeanne Atelier Nomade, c'est déjà une entreprise qui se déplace pour offrir des ateliers d'art, des ateliers créatifs. Donc, oui, sur le site web, directement, vous allez pouvoir voir toutes mes autres activités, là. OK. Bon, bien, parfait. Alors, c'est un rendez-vous, hein? Donc, on lance l'appel aussi aux gens qui voudraient accueillir, c'est-à-dire cet événement-là dans l'année, à ce moment-là. Bien, je vous souhaite un beau moment de partage à ce moment-là, les filles. Merci beaucoup. Pour ceux qui se cherchent des activités familiales à faire pendant le congé des fêtes, eh bien, il ne faut pas oublier le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli qui vous accueille et qui lui-même s'exporte dans certains cafés de la région. Donc, je suis avec Ludovic ce matin pour parler de ce qui nous attend au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, Ludovic. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Donc, beaucoup de choses au menu, je crois, qui s'en viennent aussi, entre autres, pour les fêtes. Oui, en fait, ce qui s'en vient pour la période hivernale au musée, je vous dirais que ce qui est important de se rappeler, c'est que le musée reste ouvert pendant tous les jours de la semaine cet hiver, sauf pendant la période des fêtes. Donc, on est toujours disponible en visite. On est aussi disponible à l'extérieur du musée, c'est-à-dire qu'on a des activités dans les écoles, on a des activités pour les personnes âgées en RPA, et on a aussi notre nouvelle programmation qu'on vient d'annoncer, donc musée au café, donc surtout pour les cafés culturels, mais les autres milieux culturels aussi, où on va offrir des conférences, où on va offrir ce qu'on appelle un peu des visites virtuelles à nos expositions. Donc, on prend nos expositions, ou certaines de nos anciennes expositions, puis on les rend accessibles de cette manière-là. Donc, c'est une manière pour nous de rendre nos collections un peu plus vivantes, un peu plus actives en les extériorisant. Mais notre programmation hivernale est un peu plus limitée cette année que les autres années pour
une simple et très bonne raison, c'est qu'on est en train de remplacer une de nos expositions. On est en train de préparer notre exposition permanente qui va arriver début de printemps prochain. Donc, on est surtout en train de travailler là-dessus. OK. Et là, c'est intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire que là, vous pouvez vous balader d'un café à l'autre. Donc, le service est offert, là, dans le fond. Il y a des trucs de booker, puis vous pouvez en booker d'autres, si je comprends bien. Exactement. Donc, on a déjà des réservations. On est en conversation avec d'autres cafés aussi. Comme je dis, c'est pas nécessairement que pour les cafés. Il y a d'autres milieux culturels. Donc, c'est des formats. On a 2 formats séparés, mais qui sont quand même similaires. Donc, on a le premier qui est le format de conférence, où là, on prend des sujets de nos, pas nécessairement avec nos expositions, mais de nos réserves, de notre du matériel qu'on a, mais qui n'a pas nécessairement été mis en valeur dans des expositions parce qu'il n'y a pas nécessairement assez de matériel, mais il y a assez de matériel pour en faire des expositions. Donc, par exemple, on a des choses sur les infirmières des colonies, donc des années 30 à 70. On a des choses sur la pêche à l'anguille, puis on en a d'autres aussi qui s'en viennent, qui sont encore dans le développement, sur les ponts de glace qui sont encore en train d'être faits. Donc, ce genre de choses-là. Puis, on a le volet exposition virtuelle, où là, on prend des anciennes expositions ou certaines qui sont en cours, qui sont plus ou moins en train de se faire remplacer tranquillement parce qu'il y a toujours un roulement. Donc, on prend et qu'on rend aussi accessible de cette manière-là. Donc là, on se base sur des choses qui ont déjà été faites au musée, des choses qui sont déjà disponibles à voir au musée, mais là, on va avoir un conférencier avec et puis on va avoir beaucoup de témoignages parce que le musée de la mémoire vivante, on le rappelle, on est surtout basé sur les témoignages, donc c'est essentiellement ça qu'on a dans nos réserves. OK, donc quelqu'un qui nous écoute et qui est propriétaire actuellement et qui veut offrir ça à sa clientèle, il peut vous rejoindre. Exactement. OK. Et pour ceux qui veulent venir directement au musée là, pendant le mois de décembre, entre autres, qu'est-ce qu'on retrouve en ce moment au musée? Qu'est-ce qu'on retrouve au musée? Bien, il y a notre exposition permanente sur Philippe Aubert de Gaspé, évidemment. Donc, le musée est lui-même bâti sur son ancien domaine seigneurial, puis une reconstruction de son manoir. Donc, l'auteur des Anciens Canadiens, l'auteur de ses mémoires qui nous a inspirés pour la mission du musée. Donc, on a toute cette exposition-là. On a l'exposition des boîtes à chansons, donc le phénomène culturel très important au Québec des années 60 à 70 avec l'apparition des chansonniers. Puis cette exposition-là, c'est intéressant de venir la voir tout de suite parce que c'est elle justement qui va être tirée à sa fin pour être remplacée par notre nouvelle exposition permanente. Donc c'est un peu le dernier temps qu'on a ça, puis quelques mois après le temps des fêtes, ensuite elle va être remplacée. On a Écho des vergers qui est maintenant présente depuis environ 1 an, donc qui nous présente les vergers sous 4 fruits, donc les pommes, les poires, les cerises, les prunes. Comment ces fruits-là sont rendus au Québec, comment ça a évolué dans le temps, comment est-ce que les gens en font l'agriculture aujourd'hui, certains sous-produits, donc comment ça a évolué, tout ça. Et on a une autre mini-exposition qui arrive elle aussi à sa fin qui s'appelle « Je me souviens de l'eau ». Donc ça, c'était justement un de nos projets. Quand je dis on sort du musée, on les apporte dans les écoles, on les apporte ailleurs, bien, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que c'était des œuvres réalisées par des enfants qui sont inspirés des témoignages de nos collections, puis on l'a monté dans une mini-exposition. Ça va arriver à sa fin le 19 décembre. OK, donc quand même beaucoup de choses à voir. Des fois, quand on cherche quelque chose à faire pendant qu'il fait froid ou qu'il fait plus ou moins beau. Exactement. Donc, puis évidemment, ben, on est aussi ouvert l'été où l'on peut profiter des jardins, mais tout l'intérieur reste disponible pendant l'hiver. Bon, ben l'invitation est lancée en vous souhaitant une belle saison puis du beau travail pour ce qui s'en vient ce printemps. Merci à toi, bonne journée. Merci, bye. La municipalité de Saint-Philippe-de-Néry vous invite à participer à une soirée féerique et festive le samedi 13 décembre, alors qu'aura lieu une parade de Noël dans les rues de la municipalité. Dès 18h, vous pourrez admirer une vingtaine de chars allégoriques superbement décorés qui défileront pour illuminer le cœur du village. Le tout sera animé par l'énergie et le rythme entraînant du groupe de percussion de la polyvalente de l'Apocatière qui ajouteront une ambiance unique à ce défilé. Les festivités se poursuivront ensuite au centre municipal à 20h avec une soirée dansante animée par le groupe de musique traditionnelle Baragouine qui vous offrira chansons répondre, musique traditionnelle et danse folklorique, une ambiance parfaite pour faire bouger petits et grands. Le coût du billet est de 20 $ en prévente, incluant les spectacles et le buffet. Après le 6 décembre, le coût sera à 30 $.
mais demeurera 10 $ pour les enfants de 5 à 16 ans. On vous invite à vous procurer vos billets en appelant au bureau municipal au 418-498-2744 afin de profiter du tarif prévente. Nous, les médecins du Kamouraska, souhaitons exprimer publiquement notre profond désaccord et nos inquiétudes envers la loi 2 adoptée récemment sous Bayon. Voilà comment débute la lettre qu'ont signée une trentaine de médecins du Kamouraska afin de rappeler au gouvernement que la loi 2 n'apporte aucune solution au manque d'accessibilité aux soins de santé et qu'elle ignore les particularités des régions comme le Kamouraska. Ce regroupement de médecins demande donc à Québec de suspendre la loi 2 et sollicite l'appui du député Mathieu Rivet. La TVCK est présentement en train de planifier et d'organiser la grande guignolée des médias qui aura lieu le 4 décembre prochain en face du bureau de poste à Saint-Pascal. On parle évidemment de la jonction entre la 230 et la rue Taché. Bien sûr, ça prend énormément de préparation pour un tel événement. Ça nous prend les papiers du ministère des Transports, ça nous prend les papiers de la ville de Saint-Pascal, un permis d'événement spécial, coordonner des bénévoles, avoir une petite boîte à café dans laquelle on met les dons, avoir des gens honnêtes et responsables qui vont compter l'argent et finalement quelqu'un qui va aller porter ces dons-là à Moisson Kamouraska pour que ces gens-là puissent distribuer l'argent d'une manière responsable et honnête. Et tout ça, évidemment, c'est sans compter le fameux petit carton qu'on vous donne à chaque année une fois que vous avez remis un don. Ce carton, on le fait à la main, on le coupe à la main. De ticket de parking de t'es cœuré. Et quand on vous remet ce petit carton entre les mains, cela signifie que vous avez fait votre don et quand on le voit dans votre fenêtre, on vous écœure plus. Évidemment, on va vous écœurer tant que vous n'aurez pas donné. Mais une fois que vous allez avoir donné, on va vous remettre ce petit carton magnifique que vous pourrez mettre sur votre dashboard pour qu'on arrête de vous écœurer. Alors, étant donné que ça prend énormément de préparation pour la guignolée des médias à chaque année, on vous invite, vous, à donner le 4 décembre prochain au coin Taché et 230 à Saint-Pascal. Bon, je pense que c'est le mieux que je suis capable de donner. Noël, oui Noël, mets ton don dans une petite chaudière, puis on va te donner ton papier. Joyeux Noël. C'est ce qui termine ce dernier épisode d'InfoCam de cette année. On se revoit en janvier prochain. C'était Benoît Murray et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bye bye. Thank you.